Bonjour Marianne. Bonjour Rachid. Alors la revue de presse avec vous et d'abord le classement des marques préférées des Marocains, c'est ce qu'on y trouve ce matin. Oui, c'est ce qu'on trouve dans la nouvelle tribune qui nous indique que l'édition 2025 du Brand Africa 100 dévoilée à Casablanca dresse un panorama révélateur des marques les plus aimées et admirées par les Marocains. L'étude menée auprès de 1000 consommateurs sans liste préétablie confirme l'émergence d'un marché mature, exigeant et conscient où les marques nationales s'imposent dans des secteurs clés comme la distribution, l'alimentation, la banque, la communication ou encore la mode. Et pour le jury présidé par le docteur Youssef Chirri, l'admiration aujourd'hui repose sur l'authenticité, l'innovation, l'impact communautaire et la durabilité, signe d'une profonde évolution du regard des consommateurs marocains sur la valeur des marques du pays. Et comme le souligne Challenge, cette montée en puissance s'appuie sur un tissu industriel performant, capable de soutenir une demande grandissante. L'exemple du textile mis en avant lors du salon Maroc in Mode 2025 à Casablanca est particulièrement illustratif. Pour Anas Lansari, président de l'Association marocaine des industries de textile et de l'habillement, le Maroc n'est plus un simple fournisseur, mais un écosystème complet, intégré, agile et durable. Et grâce aux investissements publics et privés ainsi qu'aux stratégies avancées de décarbonation et d'économie circulaire, le Royaume sécurise désormais toute la chaîne de valeur. L'objectif est clair, faire du pays un portail du textile africain vers l'Europe et les États-Unis. Et pour Lansari, la position du Maroc est déjà affirmée. Il est le pays africain le plus avancé dans le textile durable, avec des usines, zéro rejet liquide, l'usage d'énergie renouvelable et des programmes de circularité désormais opérationnel. Et au-delà de l'industrie, le pays s'active à faire de la marque Maroc un élément stratégique de son tissu économique. À Londres, les Échos annoncent un repositionnement stratégique majeur. Pour la première fois, le pavillon Maroc quitte la zone Afrique du Nord pour intégrer l'espace Europe et Méditerranée au World Travel Market 2025. Un choix assumé par l'Office national marocain du tourisme qui place désormais le Maroc aux côtés de destinations phares comme la France, l'Espagne, la Grèce ou l'Italie. L'objectif est assumé, renforcer la visibilité et l'image de marque internationale du Maroc, tant sur le plan touristique qu'économique. On va s'intéresser aux diasporas maintenant qui organisent leur retour dans leur pays d'origine. Tout à fait. Selon RFI, on commence déjà avec les transferts d'argent des ressortissants africains à l'étranger qui atteint 1000 milliards de dollars en 2024, soit 6% du PIB du continent. Mais au-delà des flux financiers, c'est désormais leur expertise professionnelle que de nombreux membres de la diaspora souhaitent ramener sur le continent. Et à l'approche de la journée nationale de la diaspora et de l'Afrique qui aura lieu le 15 novembre, demain donc, l'article rappelle les réalités auxquelles se confrontent les candidats au retour. Pratiques managériales éloignées des standards occidentaux auxquels ils se sont habitués, informalités persistantes, attentes salariales parfois décalées. Rentrer au pays est une source d'opportunités mais aussi de défis, souligne RFI, alors que plusieurs États multiplient les dispositifs d'accompagnement pour attirer ces profils stratégiques. Et de son côté, Digital Business Africa rapporte qu'une délégation d'afro-descendants menée par l'ancienne représentante de l'Union africaine aux États-Unis a été reçue à Ouagadougou par la ministre burkinabé de la transition digitale. Et parmi les projets présentés, la création d'une station panafricaine de communication contre la désinformation et un programme de transfert de compétences numériques mobilisant les jeunes talents de la diaspora. Pour la ministre, il existe aujourd'hui un décalage entre les compétences disponibles et les besoins réels de l'Afrique. Le président Ibrahim Traoré a salué d'ailleurs cette initiative alignée à son appel devenu symbolique qu'il a nommé « Back to Your Roots ». Et enfin, Express souligne comment la créativité de la diaspora nourrit aussi les industries culturelles africaines. Casablanca accueillera les 29 et 30 janvier 2026 la première édition d'Africart Tech, un événement pensé comme un pont entre art, culture et technologie émergente. Placé sous l'égide du ministère de la Culture, il ambitionne de faire de la métropole un hub panafricain des industries créatives. L'Afrique ne doit pas seulement participer à la révolution numérique, mais à la réinventer, affirme la présidente de l'édition. Hackathon, Masterclass, conférences et Afrique Art Tech Awards mobiliseront artistes, chercheurs, entrepreneurs et membres de la diaspora autour d'une vision commune, inventer les nouveaux récits technologiques africains. Effectivement, l'Afrique a du talent et elle doit maintenant le montrer. Parlons d'environnement, nous sommes en pleine COP 2030, COP 30, pardon. Oui. 2030, c'est bientôt, mais voilà, COP 30, et les émissions de carbone atteignent déjà des sommets
jamais en 2025, et pour rester sous la barre des 1,5 degrés fixés par l'accord de Paris, ce sera quasi impossible. En effet, la presse est vraiment dessus sur les questions environnementales et on parle de ces émissions, notamment avec Euronews, qui indique que les combustibles fossiles devraient atteindre en 2025 un niveau historique avec une hausse estimée à plus 1,1% par rapport à l'année précédente. Le Global Carbon Budget prévient que le budget carbone mondial, pour rester sous justement cette fameuse barre des 1,5 degrés, est pratiquement épuisé. Pour certains experts, maintenir le réchauffement en dessous de cette limite n'est plus plausible et au rythme actuel, les 170 milliards de tonnes de CO2 restantes seront consommées avant cette date fatidique de 2030. Et les scientifiques indiquent également que le changement climatique affaiblit déjà les puits de carbone terrestres et océaniques, aggravant l'accumulation d'émissions dans l'atmosphère. Et le grand continent, lui, analyse les tendances de variation de carbone dans les zones qui en produisent le plus dans le monde. Et si l'Europe et la Chine enregistrent une progression limitée à plus 0,4%, les États-Unis affichent une hausse marquée à plus de 2%, tirée notamment par une augmentation de la consommation de charbon. En parallèle, la Chine semble approcher de sa limite d'émissions grâce à l'installation massive de nouvelles capacités photovoltaïques entre janvier et août qui ont permis un niveau supérieur à toute la capacité solaire installée aux États-Unis, par exemple. Et donc, première conséquence de ces émissions, on le disait, c'est le réchauffement climatique. Et de ce fait, un autre défi se profile, celui du refroidissement. D'après un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement relayé par Conso News, la demande mondiale en climatisation pourrait tripler d'ici 2050. Faisons bondir aussi les émissions de gaz à effet de serre. Les climatiseurs, souvent peu efficaces, notamment dans les pays en développement, génèrent déjà 2,5 milliards de tonnes de CO2, soit 4% des émissions mondiales. Et sans transition énergétique, ces émissions pourraient doubler et atteindre 7,2 milliards de tonnes par an. Les Nations Unies avertissent que donc, mécaniquement les besoins en électricité grimperont d'ici 2035. L'organisation recommande donc des solutions plus sobres comme l'isolation, la ventilation naturelle ou encore la végétalisation qui pourrait permettre les 2/3 des réductions d'émissions liées au refroidissement tout en évitant jusque 17 000 milliards de dollars de coûts énergétiques d'ici 2050. Les chiffres sont élevés et effrayants par rapport à la situation. C'est même énorme. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 novembre 2025. Quel autre 14 novembre avez-vous retenu dans l'histoire ? Une belle date pour la science et je vous emmène au 14 novembre 1898, jour où Paris retient son souffle. Au centre de toutes les attentions, un homme affaibli, tremblant, mais célébré comme un héros national, c'est Louis Pasteur. 3 ans plus tôt, son vaccin contre la rage avait bouleversé le monde scientifique. 100 vies sauvées, des familles entières arrachées à la fatalité. Ce jour-là, Pasteur pose une idée folle, créer un établissement dédié à la recherche financé par souscription populaire. Riches et ouvriers déposent leurs contributions. Toutes les vertus se sont cotisées pour élever cette demeure de travail, dira-t-il. Et le résultat est immense. Laboratoire financé par 2,5 millions de francs, inauguré en présence du président, de diplomates du monde entier et de l'élite scientifique française. Pasteur, submergé d'émotions, ne parvient même pas à lire son discours. Son fils le fait pour lui. Et dans ces mots résonne encore une vision. Si la science n'a pas de patrie, l'homme de science doit en avoir une. Et c'est à elle qu'il doit reporter l'influence que ses travaux peuvent avoir dans le monde. Le 14 novembre 1888 marque donc le début d'une épopée scientifique et l'Institut Pasteur venait d'ouvrir ses portes. L'une des plus grandes et des plus belles aventures de médecine venait de commencer. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna, pour cette revue de presse très, très complète.